Chers auditeurs de la 98.7 Océan FM, bonjour. Nous avons le plaisir de vous retrouver chaque semaine sur cette antenne pour parler de l'actualité politique du Sénégal. Nous remercions le directeur de la radio, Cheikh Abdoulaye Diop, et l'ensemble du personnel de Océan FM. À la présentation de cette émission, Abdou Diouf. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir M. Ibrahim Sy Seye. Bonjour M. Seye. Bonjour M. Diouf. Vous pouvez faire vos salutations à l'ensemble de nos auditeurs et auditrices. Bon, je remercie d'abord votre auguste personne de m'avoir invité. Merci. Pour cette émission et ainsi que l'ensemble du personnel également de Océan FM. Et salam alaikum Sénégalais, salam alaikum Boké. Nous passons à la présentation de l'invité. Alors, qui est M. Ibrahim Sy Seye? Il est membre FNCL, n'est-ce pas? Oui. La Fédération nationale des cadres libéraux. Oui, effectivement, oui. Il est également responsable politique et secrétaire général chargé des réseaux sociaux dans la Fédération PDS Grand Dakar. Vous avez quelque chose à rajouter sur cette brève présentation? Bon, je pense que ça présente, voilà, ça définit également ma personne et mes fonctions que j'occupe au sein du PDS. Super. C'est bon, oui. Vous êtes secrétaire général chargé des réseaux sociaux dans la Fédération PDS de Grand Dakar. Quel est le rôle de ce poste et quel impact a-t-il au sein des membres? Bon, ce rôle, je pense que ce poste a été créé par le candidat Karim Meïssa Wade en préparation de l'élection présidentielle passée, juste pour permettre d'avoir un ancrage dans l'appareil de communication du parti et être beaucoup plus disponible et beaucoup plus proche des populations pour pouvoir parler de notre candidat, pour pouvoir parler de son programme et de ses projets. Vous n'êtes plus dans le système classique maintenant? Non, on s'est adapté en fait. Ok, Voilà. ça c'est important. Alors, M. Seye, où est le PDS? Il vit jusqu'à présent ou bien il est en train de recoller les morceaux? On ne nous entend plus. Bon, le PDS, je dirais que comme tout parti qui n'a pas participé à 2 élections présidentielles d'affilée, connaît normalement des problèmes. C'est logiquement des problèmes en fait. C'est normal. C'est la vie d'un parti. Je dirais que le parti est en train de se refaire. Le parti est en train d'être... les instances sont en train d'être renouvelées, d'être rajeunies. Et je pense que pour se projeter à l'avenir, vu que notre candidat également n'est pas si âgé que ça et a l'avenir devant lui, et nous également, d'où même ma présence ici, parce que même nous, on était l'arrière-garde en fait, la jeunesse du parti. Et là maintenant, on est en train de sortir, de se découvrir, de faire face en fait. Voilà. Alors c'est ça, d'ailleurs, j'allais vous poser cette question-là. Un grand parti comme le PDS, et voilà 2 élections présidentielles ratées. Vous tendez vers un déclin total ou bien vous êtes en train de vous ressusciter parce que vraiment on ne sent pas le PDS actuellement dans le landerneau politique du Sénégal? C'est vrai, c'est-à-dire à chacun sa stratégie en fait. Le Parti démocratique sénégalais, et comme son nom l'indique, démocratique, est un parti qui est en conquête qui est à la conquête du pouvoir, mais de manière démocratique, de manière saine, et également dans le respect des institutions et le respect des lois également. Ce n'est pas un parti qui veut conquérir le pouvoir coûte que coûte et par n'importe quel moyen. Maître Abdoulaye Wade, notre secrétaire général, Yann Nafi Yagete Andotouer également, Amin. Le disait. Il ne marcherait jamais sur des cadavres pour accéder au pouvoir, pour entrer au palais. Et c'est notre posture toujours. Même si
l'espace politique maintenant a beaucoup changé, a beaucoup évolué, mais le parti demeure dans le respect des institutions et dans les normes. Si Karim Wade ne participe pas à l'élection présidentielle, personne ne le fera à sa place. Est-ce qu'il n'est pas temps de changer de stratégie, M. Sey? La stratégie, je dirais qu'elle est la bonne. Parce qu'on est dans un espace politique avec beaucoup d'incertitudes. Parce que si je vous pose cette question... Je sais. Karim est la constante en fait. Ouais. Okay. Beaucoup nous le disent. Et le parti politique PASTEF l'a réussi. Parce que c'est Ousmane Sonko qui était le candidat. Il sait qu'il ne participera pas à l'élection présidentielle et il a choisi un autre. C'est vrai. Alors, c'est-à-dire, j'en reviens à même la méthode. Parce qu'en 2012, jusqu'en 2014, avec le procès de Karim Wade, le PDS avait les moyens financiers, avait les hommes pour pouvoir déstabiliser ce pays et être dans une conquête du pouvoir en 2019, en rendant le pays ingouvernable. On en avait les moyens. Tout à fait. Mais ce n'était pas notre objectif, ni notre voie de conquête de pouvoir. Ce qu'a réussi PASTEF, je le dis tout le temps, c'est d'Aflenko Diarolon Motak. Ils ont mis les moyens, qu'importe les conséquences. Il y a eu des conséquences néfastes. Néfastes même, mais qu'importe les conséquences, eux, ils l'ont fait. Bon, les gens diront que c'est de la prouesse politique. Certains diront que bon, d'Aflenko Diarolon, c'était leur méthode à eux de tirailler avec le gouvernement, ça passe ou ça casse. Mais est-ce qu'il ne fallait pas s'adapter à cette stratégie-là pour faire face à un régime dirigé par un président qui est Macky Sall? Et on sait que Macky Sall, c'est quelqu'un qui ne facilite pas la tâche à l'opposition. Macky, je pense, est tombé dans son propre piège. Il a commis 2 erreurs. En voulant museler le Parti démocratique sénégalais par l'emprisonnement de son candidat et également le Parti socialiste en s'attaquant à Khalifa Sall, laissant libre cours à l'espace politique. Raison pour laquelle il y a eu l'émergence de nouveaux partis, de petits partis que les gens négligeaient, mais qui ont leur méthode et ça a payé. Donc il a muselé les partis traditionnels. Raison pour laquelle il y a même l'espace politique, la manière de faire la politique maintenant au Sénégal, c'est ouvert à tout le monde. Chacun a droit au chapitre. Chose qui ne devrait pas être. Parce que la politique, c'est quelque chose de très sérieux. C'est la gestion d'un pays. C'est la destinée d'un pays. De tout un peuple. Voilà, de tout un peuple. Tout à fait. Voilà. Et là, maintenant, bon, si l'on y prend garde, mais on va tout droit vers l'abîme. Moi, je répète, et je le dis tout le temps. Donc, si le PASTEF est arrivé au pouvoir, c'est Macky Sall qui leur a balisé le chemin. Le chemin. Voilà. Maintenant, si PASTEF était comme le Parti démocratique sénégalais, comme le Parti socialiste, c'est-à-dire des partis qui ont une certaine histoire, une certaine responsabilité vis-à-vis des institutions, vis-à-vis des populations et des relations internationales, le PASTEF ne serait jamais accédé au pouvoir. Mais eux, ils ont suivi cette méthode populiste, cette méthode de l'attendeur et tout ça, et ça a payé. Et avec les réseaux sociaux, bon, c'est comme une bombe, hein, déjà lancée. On n'est pas rien. Ça explose ou bien tu quittes. Hein. Maintenant, comment seront ces partis-là, les partis traditionnels? Comment seront, ces partis traditionnels face au nouveau régime? Moi, je le dis et le répète. Les partis traditionnels ont une histoire. On bâtit ce pays. Aujourd'hui, si on parle du Sénégal à l'international, si on a de grandes autorités à l'international, c'est à cause de ces partis traditionnels. Si on a un État qui existe et qui est fort, c'est à cause de ces partis traditionnels. Le membre du PIT le disait la fois passée. Voilà.
dit la manière dont ils se sont battus pour mettre le Sénégal sur les rails de la démocratie, aucun parti ne l'a fait. Parfaitement. Donc vous confirmez ça? Parfaitement. On a bâti une nation, un État fort. C'était M. Pambay du PIT, que PIT. nous saluons au passage. Okay. Donc on a un État fort, une nation, et un peuple uni. Ça également, c'est le travail des partis traditionnels. Donc maintenant je dirais que pour l'avenir des partis traditionnels, moi je le dis, il faut qu'on s'adapte. Il faut qu'on renouvelle. Les réalités ont changé. Et également, la manière de communiquer même avec les populations. Il faut que ça change. Parce que dans les débats, je le constate. Bon, je vais taper un peu sur les partis traditionnels. Mais allez-y. Dans le débat public, les partis traditionnels communiquent ou parlent avec les populations que quand il y a des problèmes politiques. Par exemple, présentement avec l'Assemblée nationale, on entend les partis traditionnels, le PDS, le Parti socialiste, l'AFP, on les invite, ils parlent de nos députés, la loi 55, la Constitution et autres. Maintenant, quand il s'agit maintenant de ce qui impacte réellement les populations, ils se taisent. Ils se taisent. Et ça également, c'est une erreur. Parce que maintenant, toutes les franges de la population s'intéressent à la politique et ont une oreille attentive par rapport aux acteurs politiques de ce pays. Ça, c'est important. Très important. Nous n'avons plus une population qui est out de la politique. Pas du tout. Politique. Ça a changé, ça a changé. Ça a changé. Donc les donnes ont changé et il faut également que les politiciens changent également et les partis politiques changent de stratégie. Raison pour laquelle pour laquelle moi, cadre libéral, je pense moi, je viens ici, je sors dans les médias, je communique, je parle. Et tout en espérant également que les autres cadres me suivent. Et fassent de même, parce que c'est nous l'avenir. C'est important. C'est nous l'avenir même du parti. D'ailleurs, je le dis ici devant vous, c'est difficile maintenant de décrocher un acteur politique pour qu'il vienne qu'on puisse discuter. C'est difficile. Les gens ne veulent pas parler ou bien qu'est-ce qu'il y a exactement? Bon, je ne sais même pas quoi répondre, mais bon, c'est juste dire que j'en reviens. Si ce sont des questions politiques ou à la veille d'élection, mais je pense que ton téléphone sonnera tous les jours. Je veux. Voilà. Tout à fait. Maintenant, vu que l'élection présidentielle est passée, ceux qui ont gagné gouvernent et sont en train de faire le partage du gâteau entre eux, ils n'ont plus besoin de parler. Voilà. C'est à l'opposition de s'exprimer, de venir. Parfaitement. Que les populations sentent réellement que nous sommes là pour eux et nous parlons pour leur devenir. Ça, c'est important. Alors, votre leader, Karim Meïssa Wade, est à l'extérieur. Et nul ne peut le remplacer. Ça bloque toutes les activités du parti. Vous êtes d'accord avec moi? Bon, je ne suis pas d'accord avec nul ne peut le remplacer. Aucune personne n'est irremplaçable, d'abord. On est un parti démocratique et très responsable. Il y a des personnes dans ce parti de valeur qui ont un réel ancrage politique et expérience, qui également ont le profil de pouvoir diriger ce pays et d'occuper d'augustes postes, en fait, je dirais. Donc, pour le cas de notre candidat, Karim Meïssa Wade, je dirais qu'en 2019, c'était un choix logique. Après son arrestation et ce simulacre de procès, je dirais que c'était normal et logique qu'il soit notre candidat en 2019. En 2024, on était fin prêt pour qu'il accède à la magistrature suprême. Fin prêt, je dirais. On avait écrit notre programme en amont. Dès 2022, on a commencé, nous cadres, à écrire, à peaufiner un programme très détaillé et qui existe, qu'on a envoyé tout ça. Mais
comme on ne maîtrise pas l'agenda de ceux qui devaient organiser l'élection, parce que c'est eux également qui ont tout chamboulé. Le gouvernement de Macky Sall, Voilà, pour le nommer. voilà, pour ne pas le nommer, ils ont tout chamboulé. Par leur choix de leur candidat, par le déroulement de leur campagne présidentielle, par cette loi d'amnistie, avec le problème avec le Conseil constitutionnel sur la nationalité, sur la double nationalité de notre candidat. Donc ça a tout chamboulé, mais on était fin prêt. Même la permanence avait été rénovée. Et le président Macky Sall également, non seulement était un obstacle pour vous, surtout pour votre candidat, mais il a puisé beaucoup de vos cadres. Bon, la politique, c'est quelque chose de noble, à mon sens. Être homme politique ne veut pas dire vivre de la politique. Ça, c'est ma définition de la politique. Il faut aller faire des études, avoir une expérience professionnelle, avoir un métier et pratiquer son métier avant de faire la politique. Maintenant, quand tu prends la politique comme un métier, tu ne peux qu'être qu'un éternel transhumant parce que tu vis de la politique. Et ça doit également changer. Les politiciens, beaucoup de politiciens n'ont pas une conviction. C'est-à-dire que quand on est dans un parti politique, on doit avoir des principes et une conviction. Alors, si le parti est au pouvoir, on reste. Et si le parti est à l'opposition, on reste. On ne doit pas transhumer. C'est ce que vous voulez dire. Parfaitement. Mais quand tu n'as pas de métier, exemple, quand tu n'as pas de travail ni d'indépendance financière, mais ça également, bon, tu peux avoir autant d'éthique, autant également de, comme tu dis, de pouvoir entrer dans le parti, mais bon, si le parti ne te donne pas ce que tu vas donner à ta famille et pour vivre, là, c'est extrêmement difficile. Raison pour laquelle il y a beaucoup de transhumance. Et c'est ce qui amène cette situation que les politiciens s'enrichissent sur le dos des Sénégalais. Vous êtes d'accord avec nous? C'est une réalité. C'est une réalité. C'est parce qu'ils ne travaillent pas. Mais également, les politiciens également, je dirais que également, il y en a d'autres, je ne peux pas quantifier, mais également qui vivent également de leur propre sueur. Maintenant, pour aborder cette partie-là, pour terminer avec cette partie-là, que diriez-vous à vos militants qui vous écoutent sur la situation du PDS? Moi, mon conseil aux militants, et j'irai même jusqu'aux responsables même du PDS, la politique au Sénégal, c'est le terrain. Maintenant. La politique au Sénégal, c'est le langage de vérité. Parce que de 2021 à 2024, avec ce vent de populisme, ce vent de manipulation, ça va nous retomber dessus dans les années à venir. Et c'est inéluctable. Raison pour laquelle, présentement, tenir un discours de vérité, dur, mais véridique, est une très bonne stratégie. Le rajeunissement du parti, leur dire de ne pas avoir peur de sortir et de dire leur avis et d'essayer de participer au soulagement des populations. Ça, c'est mon deuxième conseil. Troisième conseil, c'est de rester soudé, c'est de croire que le PDS sera au pouvoir en 2029, Inch'Allah. Voilà. Alors, et ça, c'est important. Ils vous ont écouté et peut-être ils vont réagir. Changeons un peu de sujet parce que nous allons aborder pas mal de sujets d'actualité politique de la semaine. Au Sénégal, la déclaration de politique générale est prévue par la Constitution, adoptée le 22 janvier 2001.
L'article 55 de ce texte dispose qu'après sa nomination, le Premier ministre fait sa déclaration de politique générale devant l'Assemblée nationale. Depuis sa nomination, le PM, le Premier ministre, Ousmane Sonko, ne l'a pas fait. Quels sont véritablement les blocages, selon vous? Je vais le dire avec aisance. Le premier blocage, c'est parce qu'il n'y a pas encore de politique générale à déclarer devant les députés. Aussi simple que ça. C'est ça. Le connaissant en homme d'attaque, s'il avait quelque chose de clair, net et limpide à dire aux Sénégalais et à proposer à l'Assemblée nationale et à la nation, il ne va même pas attendre même les 3 mois. Mais ils ont proposé aux Sénégalais, ils les ont élus, un projet. Et vous dites que c'est parce qu'il n'a pas quelque chose à se présenter devant les Sénégalais. On a tous des projets. Moi, j'ai des projets. Mais ce n'est pas pour autant que ce projet, et je l'ai écrit noir sur blanc, je peux l'avoir dans la tête. Maintenant, dans l'attente qu'ils finissent d'écrire, entre guillemets, ce fameux projet, mais il ne peut pas se présenter devant les députés. Dans la simple raison que ces députés, l'ancien pouvoir, avec son PSE et tous ces programmes, qui sont en train même de continuer et essayer d'essayer de les rendre bons, je dirais. Plus performants. Voilà, plus performants. Donc, du coup, il ne peut pas aller devant les députés en leur disant que le PSE c'est bon, ou bien un PSE bis. Mais l'État est une continuité, hein. Ils doivent continuer. C'est parce que leur déclaration d'avant va le rattraper. C'est juste le problème. Quel est le second? Vous avez dit, c'est parce qu'il y a 2 problèmes qui s'est posé devant lui, qu'il ne peut pas se présenter à sa déclaration de politique générale à l'Assemblée nationale. Parce que ça n'existe pas. Le projet n'est pas encore fini. Le projet n'est pas encore fini. Quel est le second? Le second, c'est l'absence de sincérité des députés, de nos députés. Que ce soit du pouvoir que de l'opposition. Okay. Parce que je ne peux pas concevoir que ce règlement intérieur de l'Assemblée nationale, que des dispositions sur le Premier ministre n'y figurent pas. Que Amadou Ba, ancien Premier ministre, fasse sa déclaration de politique générale et que les députés qui fustigent cela présentement étaient présents. Même s'ils n'ont pas voté le budget, même s'ils avaient introduit une motion de censure, mais dès lors que tu introduis une motion de censure, donc toi tu valides de facto sa déclaration de politique générale. Donc ça c'est une absence de sincérité. Deuxième chose, même pour la majorité, présentement il y a des débats à l'Assemblée nationale pour pouvoir réintégrer les dispositions concernant le statut de Premier ministre et pour faire sa déclaration de politique générale. Même eux également, au soir du 24 mars 2024, après les élections, ils ne sont plus au pouvoir. Ils devaient savoir que le Premier ministre peut, c'est-à-dire s'appesantir sur ce règlement intérieur pour ne pas faire ça DPG. Et dès lors que ce débat a été soulevé, mais il devait également dire aux Sénégalais un langage de vérité. Essayez de changer cela. On parle de falsification du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Bon, ça, c'est des termes politiques que les gens utilisent en communication pour pouvoir... parce que tout ce débat-là ne devait même pas avoir lieu. Le règlement intérieur présentement qui se trouve à l'Assemblée nationale ne reconnaît pas le Premier ministre. Parfaitement. Mais certains te diront que la Constitution est supérieure au règlement intérieur, qu'il doit le faire obligatoirement suivant l'article 55, sur un délai de 3 mois, d'autres disent qu'il n'y a pas de délai. Donc tout ce débat-là ne devait même pas avoir lieu. Moi je me dis que après leur élection, ils devaient aller juste au travail et que les gens les accompagnent en ce sens.
Moi, c'est ce à quoi je crois. C'est dur, mais il y a une faute des députés, que ce soit de la majorité ou de l'opposition, parce que tout ça là ne devait même pas avoir lieu. C'est un débat, je dois dire, inutile. Donc, vous reconnaissez qu'il y a un blocage de part et d'autre. Il y a un véritable blocage, parce que si le Premier ministre ne peut pas se présenter à l'Assemblée nationale, c'est parce qu'il y a également un blocage là-dedans. Parce que non seulement il n'est pas majoritaire, son parti n'est pas majoritaire à l'Assemblée nationale, et il y a des députés qui sont là-bas qui peuvent chambouler tout. Je suis parfaitement d'accord, mais c'est-à-dire qui l'attendent de pied ferme. Parfait, mais ce sont ces mêmes... Parce que c'est de la politique. Mais M. Diouf, ce sont ces mêmes députés qui ont voté cette loi d'amnistie. Ce sont ces mêmes députés qui ont fait que M. le Président Bassirou Diomaye Faye est président du Sénégal aujourd'hui. Il est devenu président de la République. Parfaitement. Ce sont ces mêmes députés également qui les ont fait sortir de prison. Donc tout peut changer. Ce que je ne peux pas comprendre, c'est que hier, Amadou Ba, face à des cas de politique générale, que tu valides par une motion de censure, et aujourd'hui, tu t'arc-boutes sur les dispositions qui ont trait au Premier ministre, n'est pas présent dans le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, je ne vais pas faire de DPG et tout ça. Et dès lors que le débat encore, il y a un autre débat qui va venir, dès lors que le débat encore sur la réintégration du statut du Premier ministre dans le règlement intérieur de l'Assemblée nationale est soulevé, mais on ne parle de dissolution de l'Assemblée nationale. Pour lui, en fait, le débat public de politique. D'ailleurs, j'allais en venir. Si la situation ne se décante pas, la dissolution de l'Assemblée nationale est irrémédiable. C'est-à-dire, on nous envoie tout droit par une communication bien outillée, une communication bien réfléchie vers une dissolution de l'Assemblée nationale. Je ne vais pas faire de DPG parce que le règlement intérieur ne reconnaît pas mon statut. Les députés de la majorité se regroupent. Ok, c'est bon, on va essayer de changer le règlement intérieur pour que tu puisses faire le DPG et qu'il a DPG. Après, on nous parle encore de non. On va essayer de consulter les 7 sages pour qu'on puisse savoir à quelle heure on va dissoudre l'Assemblée nationale. Donc, raison pour laquelle je dis que tout ce débat-là ne devait même pas avoir lieu. Vous voulez faire quoi? Vous voulez gouverner avec une majorité à l'Assemblée nationale. Vous êtes élu. Consultez les 7 sages. Ils vous disent carrément, à telle date, vous pouvez dissoudre l'Assemblée nationale et refaire des élections. Et vous y allez directement. Donc les Sénégalais sont dans le flou. Dans le flou total. C'est-à-dire, on nous entretient des débats inutiles dans l'espace public. Raison pour laquelle je dis que le langage de vérité nous incombe présentement. Parce que les Sénégalais, les Sénégalais qui nous écoutent, pas eux, c'est-à-dire, ils ne sont plus des gougnafiers ou bien des gens incultes qui ne savent pas. Ils comprennent ce qui se passe. Et ils font des analyses très pertinentes. Parfaitement. Parfaitement. Raison pour laquelle. Ils sont tellement éveillés maintenant. Un langage de vérité. Et j'insiste dessus. Alors, si dissolution il y a, elle sera bénéfique pour quelqu'un entre l'opposition et le pouvoir. Là, c'est faire de la météo politique. Parce que c'est-à-dire très simplement. Il y a des avantages et des inconvénients. Parfaitement. Et je vais répéter les propos du Premier ministre. On est dans un pays en ruine. La question que je vais lui poser, c'est-à-dire être dans un pays en ruine. C'est ce qu'il a dit. Hein. Parfaitement. Donc, est-il judicieux de dissoudre l'Assemblée nationale et de refaire encore des élections et installer le pays dans une perpétuelle campagne? D'ailleurs, certains ne sont pas d'accord sur cette déclaration. Le pays est en ruine. Parfaitement. Ruine, le mot ruine, c'est énorme. Les gens ont utilisé ces termes-là après une guerre. Une guerre, oui, bon. C'est-à-dire, avec nous, eux, ils ont un problème de français des fois. Et que les activités marchent, non, pour les ça, salaires sont payés.
pour sa bonne foi, je dirais qu'il s'est peut-être trompé de mots. C'est un problème sémantique. Peut-être il voulait dire autre chose et utiliser ce mot, mais... Peut-être que la situation est grave financièrement. C'est ce qu'il voulait dire. Bon, je ne sais pas. Bon, si la situation était grave financièrement, je ne pense pas qu'ils vont laisser toutes les agences, toutes les directions et caser leurs souteneurs dans ces instituts-là. Et comme vous venez de le dire, hein, les salaires sont payés, tout se passe bien, quoi. Il y a eu tellement de détournements du régime passé. Bon, avec les rapports qui ont été publiés, là la situation est grave. Je pense que c'est ce qu'il veut dire. Bon, moi je fais partie des politiques qui ne croient pas à certaines déclarations de politique. Ça c'est important. Voilà. On vous l'accepte. Dans la simple raison que dire qu'il y a des détournements sans pour autant avoir d'accusés, sans pour autant qu'il y ait procès, sans pour autant qu'il y ait de montants avancés. Donc là, je dirais que on ne balance comme ça des rapports, des détournements, voilà. Donc moi, je ne crois pas trop. J'attends juste qu'ils nous sortent les rapports, qu'il y ait des procès et que tout soit clair et limpide aux yeux des Sénégalais. D'où l'importance de la reddition des comptes que les Sénégalais attendent. Parfaitement, je suis totalement en phase avec la reddition des comptes. Parfaitement. Mais, reddition des comptes, bon, c'est pas sur les réseaux sociaux. Un jour, on nous balance que tel a détourné 10 milliards, d'autres a détourné 5 milliards, 6 milliards. Ça, c'est des déclarations fallacieuses, je dirais. Parce que ce n'est pas à eux de faire ces déclarations. C'est à la justice. Parfaitement. Qu'au banc des accusés, mais au niveau des personnes physiques, avec des preuves. En tout cas, les Sénégalais attendent. Ça, c'est vrai. Ils ont tellement entendu ce discours, les politiciens ont détourné énormément d'argent. Et si au finish, ils ne voient rien, ils ne voient pas de sanctions, ils ne voient pas la réaction de la justice, ce sera une grande déception. Je pense qu'il y aura des gens qui vont essayer de découvrir, ça c'est sûr. Parce que même le chamboulement, j'anticipe un peu. On reviendra sur ce chamboulement-là. Alors, d'ailleurs, sans transition, vous l'avez touché du doigt, grand ménage dans la magistrature. De nouveaux visages font leur apparition à la tête de la Cour suprême, du pool financier, des cours d'appel et des tribunaux d'instance et de grande instance. N'est-ce pas une recomposition d'ampleur qui redessine le paysage judiciaire du pays? Je vais rejoindre le PM, le nouveau PM, pour la sortie de l'exécutif dans la magistrature. Kolofal, moi lay wax fa ngay xol. Ok. Kolofal li amna lutax mu folli la parce que leer na que so fa nekké lu mu bëgg do ko def. On veut des éclaircissements sur ça, sur ce que vous venez de dire. Ça c'est important. J'en viens parce que c'est-à-dire exemple, tous les procès politiques ou d'hommes politiques qui sont déroulés au Sénégal de 1960 à 2024 concernent les gens de l'opposition. Okay. Tous les procès à retentissement qui ont fait du bruit au Sénégal concernent des opposants. Et ça, nous l'avons constaté. De 60 à nos jours. Raison pour laquelle l'exécutif ne veut et ne peut pas sortir sa main de la magistrature suprême. Parce qu'il y a toujours des gains politiques. Il y a toujours d'attaques sur ses adversaires. Donc ça également, c'est ancré en nous. Et ça devait changer. Raison pour laquelle
moi, je fais partie de ceux qui croient que le président de la République du Sénégal doit sortir du Conseil de la magistrature. Alors, ce débat est soulevé. Lui, il a dit clairement, c'est aux magistrats d'en décider. Et certains magistrats n'ont pas voulu que le président sorte du Haut Conseil de la magistrature. Même si 99% des magistrats ne veulent pas que le président sorte du Conseil de la magistrature, lui, sa parole, je pense que sa parole devait suffire pour qu'il sorte. Et ils l'ont dit, ils l'ont redit, et ils l'ont encore dit dans Diomaye 2024, qu'il doit sortir du Conseil de la magistrature. Mais est-ce qu'en toute logique, il doit sortir? Parce que le président, il faut quelqu'un qui doit trancher. Parce que nous sommes dans un régime présidentiel. 12 ans en arrière. Si le président de la République 12 ans en arrière. Sort de ce Haut Conseil de la magistrature, est-ce que c'est logique normalement? Ces nouvelles nominations montrent qu'il y a un relent politique derrière les affectations et les nominations. On peut l'affirmer avec aisance en fait. Et pourtant, ces changements-là, les gens croyaient que c'est à Dakar simplement. Mais les changements-là au niveau de la magistrature concernent également les cours d'appel des régions de Thiès, Saint-Louis, Kaolack, Tambacounda, Ziguinchor et les tribunaux de grande instance et les tribunaux d'instance. Est-ce que là, on peut dire que... Est-ce que ça concerne tout le Sénégal? Parfaitement, ça concerne tout le Sénégal, mais eux. C'est-à-dire, en matière de communication, moi je suis dans les réseaux sociaux et un peu dans la communication. Ils nous ont fait savoir, parce que c'est venu d'eux et de leur canal de com, que les Maham Diallo, les Tamba de Tang, il fait Chalaba Tamba, il fait dur, c'est bien fait pour eux, Yallo Dunit. Ces genres d'assertions, ils l'ont sorti. Donc, eux, ils étaient préparés à cela. Donc, est-ce que c'est eux qui l'ont sorti? Je n'ai jamais entendu parler de ça. Mais ils ont des canaux de diffusion d'informations très puissants. Et ça, ils ont fait quelque chose. Alors, peut-on parler de stigmatisation dans ce cas-là? Non. Parce que si on affecte, non. Vous parlez de sanctions, je pense. Si on affecte ces magistrats-là dans la région de Tamba, ça a fait un tollé. Mais Tamba est une région du Sénégal. Parfaitement. Ouais. Mais bon, c'est juste dire que s'il n'y avait pas le dossier Sud Beauté, s'il n'y avait pas les procès en diffamation, s'il n'y avait pas, Maham Diallo serait à Dakar. Tu es en premier avec moi, non? On est d'accord. Donc, ce qui veut dire que il y a toujours une touche politique derrière. Parce qu'on nomme les hommes qui vont faire un travail pour toi et non pour la nation. Maintenant, pourquoi beaucoup de politiques, ou bien une fois au pouvoir, les gens, ceux qui dirigent, ont peur de sortir du Conseil de la magistrature? C'est pour ne pas que la justice leur échappe. Pour ne pas que cela soit hors contrôle. Parce que la justice, Khamoul Koufalou, a connaître l'opposition. La justice ne reconnaît pas le fils du président ou la femme du président. La justice ne reconnaît pas le premier ministre. La justice reconnaît les citoyens. C'est la justice. Parfaitement. La loi, elle est dure, mais c'est la loi et elle est impersonnelle. Dira l'excellence, comme disaient les Grecs. Merci, M. Diouf. Voilà. Donc, raison pour laquelle, c'est comme je disais, de 60 à maintenant, c'est-à-dire tous les procès qui ont fait du tollé, qui ont fait couler beaucoup d'encre, ce sont des procès de personnes de l'opposition. Mais est-ce que certains juges également n'ont reçu ce qu'ils méritent? Jamais ils n'ont voulu dire le droit toujours à la solde du pouvoir. Alors,
qui est un homme politique. C'est-à-dire, pour juger un juge, tout dépend de la position où on se trouve. Quand on est dans l'opposition, les juges sont au sol du pouvoir. Quand on est également au niveau du pouvoir, on va dire maintenant que ça c'est la loi et Dieu est la loi et autres. Faut que justice se fasse, voilà. Donc, et dans les mois à venir, peut-être qu'il y aura des procès, peut-être qu'il y aura des gens qui seront en prison et ceux qui sont au pouvoir vont tenir les mêmes discours que ceux des gars de Macky Sall, et ceux également de l'opposition présentement vont également dire qu'il n'y a pas de justice. Mais même les prémices, même ce que l'on voit, par exemple moi, dans l'espace public et ce qu'a fait la justice, ce n'est pas pour le jeter des pierres, mais tout porte à croire qu'on est dans un éternel recommencement. En 2012, le président Macky Sall avait fait pareil, avait chamboulé des magistrats, avait sanctionné des magistrats, entre guillemets, avait nommé ces magistrats. Donc c'est la même chose. Il n'y a rien de changé. Le principal changement devait être, le président de la République s'est dit que... C'est copier-coller. 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 Man, le principal changement devait être dire que j'avais promis que je vais sortir du Conseil supérieur de la magistrature. Je sors. Mais, vous magistrats, on veut une justice équitable, on veut une justice très normale, on veut également une justice pour tous. Il n'y a pas de personne supérieure aux lois. Mais, j'ai mon œil dessus, ou bien on peut prendre les 7 sages ou bien d'autres magistrats de carrière pour essayer de superviser cela, pour ne pas également que, bon, parce que la personne peut faire ce qu'il veut derrière ou bien peut dévier, mais qu'il y ait des œillères ou bien on peut dire des balises de contrôle pour ne pas également qu'ils dérapent dans l'exercice de leur fonction. Monsieur Cissé, alors, si on n'a pas la main sur le Haut Conseil de la magistrature, sérieusement, on perd une partie de son pouvoir. Voilà. Ça veut tout dire. Voilà, ça veut tout dire. Alors, finalement, président de chambre, un ancien doyen des juges, Maham Diallo, il est rétrogradé, vous êtes d'accord? Président de chambre, pour un ancien doyen des juges. Bon, rétrogradé ou maintenu dans ses privilèges. En tout cas, ce qui est sûr, il a été sanctionné. C'est pourquoi je vous pose cette question. Il a été sanctionné. Parce qu'il a été président de chambre. Il est devenu, président de chambre. Maintenant, oui. Pour un ancien doyen des juges. Parce que je pense que le doyen des juges est beaucoup plus... Donc, juste pour... Même les magistrats que vous me disiez tout à l'heure qui refusaient que le président sorte, même s'ils sont, je dirais, entre guillemets, des personnes qui militent pour la justice, pour l'équité et tout ça, mais devaient s'offusquer même de certaines nominations. Et non pas se taire. Je rappelle à nos chers auditeurs que nous recevons sur cette antenne, sur la 98.7, M. Abdoulaye Ibrahim Cissé, qui est membre de FNCL, Fédération nationale des cadres libéraux. Il est également responsable politique et secrétaire général des réseaux sociaux dans la fédération PDS de Grand Dakar. Monsieur Cissé, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye a fait plus de 3 mois au pouvoir. On a vu qu'il a commencé à
faire baisser les denrées de première nécessité. Peut-on confirmer qu'il a vraiment touché là où les Sénégalais attendaient le plus le coût de la vie? Trop cher. Bon, pour ces 100 jours, ces 130 jours ou ces 200 jours, qu'importe, je dirais que c'est du Macky bis, hein. Voilà. C'est du Macky bis, hein, parce que tout ce qui se passe, ce sont les programmes de l'ancien président, ce sont les... Mais il a fait des efforts durant ces... Bon, concernant la baisse, je dis supposée baisse, parce que cette baisse n'est pas encore effective. Le sucre demeure dans certains quartiers introuvable. Les gens, bon, Mais qu'est-ce qui se passe réellement? Les commerçants l'ont caché ou bien qu'est-ce qui se passe? Ou bien ils sont contre cette baisse-là? Bon, c'est une baisse qui a été annoncée. Et non pas... Il n'y a pas eu de concertation, ni également d'effectivité même, où il n'y a pas une sincérité dans les discussions. Vous voulez dire qu'il a été forcé aux commerçants? Parfaitement, raison pour laquelle, dans certains commerces, les gens te vendent du sucre à 100 francs. C'est-à-dire, le quart du kilo, qu'ils devaient vendre à 150 ou 175 francs, ils les dissèquent en deux pour vendre à 100 francs. Donc, ils vont se faire une marge encore de 25 francs dessus ou de 50 francs dessus. Donc, ça également, ce sont des erreurs dues à l'ego. Moi, je le mets sur le coup de l'ego. Parce qu'il y a eu des gens qui disaient qu'après 100 jours, le président Macky Sall avait baissé les prix des denrées de première nécessité. Eux également, il fallait également qu'ils copient. Et ça, c'est une erreur. Raison pour laquelle, je le réitère, un discours de vérité. C'est pas possible, ce n'est pas possible. À l'instant où nous sommes, ce n'est pas possible de faire baisser le prix du riz. Ce n'est pas possible de faire baisser le prix du sucre, ni du pain. Le prix du pain, on dit que ça a baissé de 25 francs, alors qu'au pesé, on a diminué de 20 ou 25 grammes. Il faut que les Sénégalais prennent leur mal en patience. Parfaitement, un discours de vérité. J'insiste dessus. C'est pas possible. Les 52 milliards qu'ils disent qu'ils vont mettre dans cette baisse-là, mais c'est de l'argent qui a été jeté à la fenêtre. Parce que les gens ne le ressentent pas. Diminuer 25 francs par-ci, 10 francs par-là, 50 francs par-là, pour une dépense quotidienne qui avoisine 10 000 francs, c'est absolument rien. C'est à la limite, bon, pour ceux qui... des bonbons à la menthe, quoi, ou bien une bouteille d'eau, quoi, par jour, c'est absolument rien. Le mieux, pour moi, je l'avais dit quelque part, c'est 52 milliards. Ces subventions pour le blé que l'on importe n'est pas opportun dans la mesure où on veut une autosuffisance alimentaire, on veut booster notre agriculture. Ces 52 milliards devaient aller aux agriculteurs et aux industriels pour permettre aux Sénégalais ou à l'État de mettre en place des industries, une économie d'échelle, une chaîne également économique pour permettre aux paysans de pouvoir transformer, de pouvoir transporter également juste aux consommateurs ce qu'ils produisent. Parce qu'aujourd'hui, faire une subvention je donne une estimation de 20 milliards sur le blé importé qui va s'ajouter aux précédentes subventions. Mais c'est inciter à l'agriculteur français ou européen de plus produire du blé. Donc toi, tu subventionnes le blé au Sénégal pour permettre aux Européens de plus produire pour te vendre. Tout à fait. Donc c'est une mauvaise stratégie. C'est pas logique. C'est pas logique. J'avais même dit que la production même, ou faciliter ou inciter les gens à faire du pain à base de mil, ça existait dans les années passées. Et pourquoi ne pas faire, créer une chaîne de boulangerie en ce sens? Pourquoi dans nos universités ou dans nos écoles, au lieu de donner aux étudiants matin, midi et soir du pain à base de blé, qu'on leur donne du pain à base de mil? Mais
celui qui gagne ce marché, mais le paysan qui va produire ce mil sera riche. Et ça reste dans le pays. Parfaitement. Parfaitement. Il n'y aura pas de transfert de capitaux. Parfaitement. Et ça, c'est important. Parfaitement. Et les Sénégalais ont toujours consommé le mil, non? Le pain à base de mil se vendait beaucoup plus que le pain à base de blé. Je ne sais même pas, entre-temps, ce qui s'est passé. Et c'est plus riche. Le mil est riche en nutriments. Voilà, très riche. La recomposition de la classe politique après le départ de Macky Sall. Qui est le leader de l'opposition? Je pense que cela, on peut en avoir le cœur net que si, au sortir des élections législatives, bon, je dis si, parce que présidentielle ou bien législative qui va logiquement voilà, venir, donc peut-être là, on peut dire que tel ou tel est le leader de l'opposition. Parce donc, que ça veut dire qu'on ne peut pas se baser sur l'élection présidentielle pour désigner le leader de l'opposition, vous voulez dire? Le PDS n'est pas avec les tenants actuels du pouvoir pour gouverner ce pays. Donc de facto, il se considère comme étant de l'opposition. Pas radical, mais de l'opposition, je dirais. Et on a contribué aux 54%. Donc, cette configuration actuelle, on ne peut pas dire que tel a tel pourcentage ou tel également peut se considérer comme étant le leader de l'opposition. Amadou n'est pas le leader de l'opposition parce qu'il a porté Benno Bokk Yakaar et il est sorti deuxième. Amadou Ba était le candidat de la majorité. D'une coalition. D'une coalition, oui, de la majorité. Oui. Voilà. Mais il ne peut pas se prévaloir d'être le chef de l'opposition. Voilà. Parce qu'il ne détient pas l'appareil. L'appareil est toujours tenu par l'ancien président Macky Sall. Il n'a pas d'appareil, il n'a pas de base. D'ailleurs, certains disent qu'il ne s'assume pas jusqu'à présent, pour le moment. Bon, moi, je vais faire un ricochet parce que, c'est-à-dire, j'ai des théories. Ce qui va se dessiner après ce chamboulement au sein de la magistrature suprême, ce sera la prolongation du combat Macky-Amadou Ba. Parce qu'il y a des pro-Macky, il y a des pro-Amadou Ba. Maintenant, suivant les dossiers sur la table du pénal du Sénégal, de l'OFNAC et des corps de contrôle, je dirais que là, on saura qui est beaucoup plus proche des tenants actuels du pouvoir que l'autre, entre Macky et Amadou Ba. Parce qu'il faut qu'il y ait une prolongation. Amadou Ba n'a pas encore digéré la défaite. Ça, c'est sûr. Et Macky également, on ne sait pas encore lui, voilà, ce qu'il veut dans le futur. Parce qu'il peut revenir. Il peut revenir également. Donc du coup, ce sera une prolongation entre la bataille, entre Amadou Ba et Macky Sall. Voilà. On a vu certains leaders de l'opposition, je peux même les nommer, Thierno Bocoum, Bougane et autres, qui se propulsent au devant de la scène politique. Vous en dites quoi? C'est normal, c'est très normal, parce que ça dit toute méthode qui a payé, les gens vont essayer de reconduire cette méthode. Mais ils le font de manière très maladroite. Oui, parce que mais les gens critiquent leur discours. Voilà, ils le font de manière très est-ce que le Sénégalais actuellement a besoin de ces genres de discours? C'est ce que vous disiez tout à l'heure, parce que les populations sont majeures maintenant et vaccinées. Parfaitement. Ils veulent des discours qui tiennent, des discours véridiques. Véridiques. Et non pas des discours de détail. C'est important ce que vous disiez tout à l'heure. Pas des discours de détail. De détail. Sur le sac de la première dame et autres. Les gens l'ont dépassé, je pense. L'on développe au Réumi. Développer le Sénégalais. Ça peut faire rire, ça peut faire du buzz et tout, mais le Sénégalais n'attend pas ça. Non, je pense que ça baisse leur popularité, surtout. Et je dirais également que bon. Parce que les gens n'attendent pas ça. Bon, peut-être que ces genres de discours-là. Les tenants du pouvoir ont également ont concouru à faire rabaisser le niveau.
dans les médias. Ok. C'est ce que vous voyez. Voilà. Parce que on a noté de 2012 à 2024, c'est-à-dire même les éminents intellectuels, les sachants, avaient peur même de s'afficher devant les médias, de peur d'être lynchés. Raison pour laquelle le niveau, l'intelligentsia, ça a baissé. Tout le monde pouvait prendre la parole en public. Donc ça également, ils l'ont réussi. Oui. Raison pour laquelle, bon, la grande frange qui les accompagne ou qui les ont accompagnés à accéder au pouvoir, ce sont les Sénégalais out du système. Ce sont les Sénégalais out de l'école sénégalaise. La plupart sont les Sénégalais out des bureaux. Tu sors, tu vas voir un vendeur de café avec son bracelet. Tu sors, tu vas voir quelqu'un avec son pouce avec son bracelet. Les mécaniciens, les maçons, tous ceux qui sont qui pensent être les oubliés. En tout cas, ils ont tellement modifié voilà, le lendemain politique, l'espace politique. Voilà. L'espace politique. Raison pour laquelle... Il y a une nouvelle donne. Raison pour laquelle les Bougane, les Tchenobokoum, eux, ils surfent maintenant. Ils vont essayer de surfer sur ça. Voilà. De tenir des discours assez bas. Voilà. De sac, de... Et ça ne paye pas. Vous croyez que ça va payer, ça? Je ne pense pas. Je ne peux pas quantifier cela, mais bon, je pense que ce n'est pas la bonne voie. La bonne voie, c'est de tenir un discours véridique, un discours constructif, et un discours également que les Sénégalais vont se dire que mais celui-là, si je le confie, ma destinée, il va amener ce pays, voilà, là où je veux, et également il va essayer de voilà. Et ça, c'est important. Alors, appelons à un dialogue rénové avec la presse nationale. Le président de la République a relevé que la situation générale de celle-ci mérite une attention particulière du gouvernement et des mesures de redressement appropriées. En effet, une presse professionnelle responsable et respectueuse de l'état de droit demeure un pilier majeur de la démocratie. Quelle est votre appréciation? La presse sénégalaise, pour une bonne partie, s'est tiré une balle dans le pied. Dans le dos et dans le pied. Ok. Nous avons gazé Bob Senkamp. Pourquoi? Parce que la presse a été démocratisée dans une large partie entre 2000 et 2012. Il y a eu énormément de groupes de presse. Il y a eu des écoles privées en journalisme et autres. Donc ça a été maintenant un métier pour les jeunes, un débouché pour les jeunes. Et les porte-étendards dans le temps étaient des anciens ministres, des anciens directeurs dans le régime de Macky Sall. Et ça a fait tilt. Le gars qui insultait le plus Maître Abdoulaye Wade, qui était au Canada, a été Premier ministre. C'est Souleymane Jules Diop pour le nommer. Parfaitement. Celui qui sortait des révélations en disant journaliste d'investigation et autres, avec la Gazette et autres, la Gazette. Latif Coulibaly. Parfaitement. Il était ministre. L'ancien directeur du Soleil. Voilà. Le Mbaye. Voilà, le Mbaye. Yakham Mbaye. Eux également, ils tiraient sur le régime de Macky. De Wade. Du président Wade. Parfaitement. Il y a une télé, je ne veux pas nommer la télé, mais cette télé également a été, voilà, la caisse de résonance de l'opposition pour faire descendre. Même dans les gens n'y paient pas attention. La grenade lacrymogène qui a été jetée, qui zéouille en ville. Mais il n'y a qu'une seule télé qui a eu cette image. Donc ça a été fait en boucle pour faire descendre le régime de Wade. Maintenant, une fois accédés au pouvoir, eux, ils ont été récompensés, mais ça a joué également dans la tête des jeunes reporters, des jeunes journalistes et autres. Eux également, ils vont se dire, mais attends, grand est venu, mais d'un pays. Et ils l'ont fait au cours de l'exercice de Macky Sall. Mais, là, les gens devaient prendre un peu de recul.
soit on est un organe de presse pour défendre le régime, on s'assume. Soit on est un organe de presse de l'opposition ou bien de tel parti politique, on s'assume. Mais on ne peut pas dire on fait de l'information générale, mais sous couvert de tel ou de tel homme politique. C'était le principal problème de l'opposition. Mais, alors, ceux qui sont présentement au pouvoir, ils avaient également leur méthode et leur relation également avec certains médias. Maintenant là, c'est normal qu'ils vont se battre avec les médias. C'était prévu. Et c'est comme quoi Macky Sall le sentait, raison pour laquelle il a un peu joué avec le fait de vouloir effacer la base fiscale et tout ça, sans pour autant voter la loi. Donc on nous parle de l'application intégrale du code de la presse, mais également au bon fonctionnement des entreprises de presse, dans un esprit permanent d'ouverture et de concertation en vue de respecter du respect des cahiers de charges signés. Ça sous-entend que certaines entreprises de presse ne respectaient guère ces cahiers de charges. En fait, la com voulue et qui est en train d'être menée par les tenants du pouvoir se résume juste au fisc. Impôt, impôt. Ça, c'est dévoyer le problème. Vous venez de le dire, le problème, c'est le code de la presse. L'application et que tous les journalistes sont d'accord dessus. La carte de presse, exemple, c'est une chose qui est primordiale. Beaucoup se déclarent hommes de presse ou hommes de médias, mais n'ont pas cette carte, n'ont pas la qualification de journaliste. Ça, c'est important. Beaucoup ont des organes de presse. J'en cite Ben de la communauté, Yor, exemple, avec Cynthia Loguet. Beaucoup pensaient être un homme de presse, un journaliste, avec sa carte et tout ça. Il y a eu l'affaire d'outrage à magistrat qui a fait en sorte que les Sénégalais ont eu vent qu'il était professeur quelque part, qu'il n'avait pas de carte de presse et tout ça. Vous voyez un peu? Donc ça, pour assainir l'espace, je suis parfaitement en phase. Qu'on applique le code de la presse et également les cartes de presse et autres. Ça y va même de la survie même de la presse. Parce que n'importe qui maintenant fait un métier de journaliste, animateur, vendeur de cacahuètes, comédien. Il y a une télé ici, ce sont les comédiens qui parlent de politique, qui essaient de dénigrer des programmes. Et les journalistes ne sont plus respectés à cause de cette situation-là. Vraiment, il faut assainir. Parfaitement. Alors, abordons le dernier point. Lors de l'Assemblée générale de l'Union des magistrats du Sénégal, UMS, le ministre de la Justice, Ousmane Diagne, a annoncé qu'une nouvelle prison de 2500 places est prête à 90%. La dignité humaine est bafouée dans ces prisons. C'est une bonne nouvelle? Nos prisons, la situation. On ne souhaite pas que l'on construise d'autres prisons et qu'il y ait des prisonniers, mais bon. Mais il faut en construire. La situation est dramatique. Parce que 100 mètres, la prison de Rebus date de l'époque coloniale. Ouais. La population a augmenté, a triplé, quadruplé, parfaitement. Les prisons sont débordées. Non? Pour moi, il y a deux choses. Hein. Même le fait de construire des prisons, mais il faut également un programme de réinsertion. Pour rendre utile le prisonnier. Ça, c'est important. Même dans les liens de la détention, il peut être utile à ce pays. Kédougou, Tambacounda, il y a des milliers d'hectares là-bas. Donc, il faut repenser. Il faut repenser.
c'est pas simplement de construire de nouvelles prisons. Celui qui vole, repenser également. Celui qui vole, oui, c'est parce qu'il n'a plus de solution. Il y en a qui volent qui n'ont plus de solution. Il y en a qui agressent, c'est parce qu'ils n'ont plus de solution. C'est pas parce qu'ils sont mauvais. Il y en a qui sont mauvais. Il y en a qui prennent de l'alcool ou de la drogue. Mais il y en a qui volent, qui agressent ou bien qui font des lacets et autres, mais c'est parce qu'ils n'ont pas le choix. Et ces personnes-là, il faut leur donner en étant dans le lien de la détention. Ils sont désespérés. Menuiserie, mécanique, agriculture. Mais au sortir même de la prison, après avoir purgé leur peine, ils ont maintenant un métier. Et même dans l'agriculture, parfaitement. On a des espaces énormes. Il le faut. Donc il faut repenser. On peut construire des prisons, mais bon, il y aura toujours des gens qui seront dedans. Tant que la qualité de vie et le niveau de vie n'est pas rehaussé. Alors ça va vous intéresser parce que je vois que vous n'êtes pas d'accord avec la pratique, la manière de faire du nouveau régime. Alors, Ngagne Demba Touré, le directeur de la Société des mines du Sénégal, a soutenu que seuls les membres de PASTEF étaient légitimes à être nommés dans l'appareil d'État pour conduire le projet. Est-ce qu'il fallait tenir ce genre de discours? On a tout le temps l'habitude de dire qu'il faut l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Maître Ngagne Demba Touré est jeune. Il a sa vie devant lui. Il n'a pas assez d'expérience. Parfaitement. Il ne devait même pas accepter de prendre un poste de directeur d'une société nationale. Lola Gum. Il faut des gens expérimentés. Parfaitement. Sur ce genre de poste-là. Parce que le polémique vient de l'appel à candidature. Parce que s'il y avait appel à candidature, il ne penserait même pas à être directeur d'une société nationale des mines. C'est un greffier stagiaire. On le propulse directeur, voiture 4x4, des millions de salaires et tout ça, mais ça monte dans la... Il est jeune, c'est normal. J'ai mis ça sous le coup d'erreur de jeunesse. Fougue de jeunesse. Voilà. Il parle comme ça. Bon, non, Fallou, ouais, poste comme chef de quartier ou météo. Peut-être qu'il sera recadré. Parce qu'il y a un tollé dans les réseaux sociaux sur cette déclaration. Il a essayé de rectifier. De rectifier, mais c'est-à-dire... Le coup est déjà parti. Le coup est déjà parti. Et comme on dit, hein, on a beau chasser l'intérieur, ça revient au galop. Alors, vous essayez votre dernier mot? Bon, je vous remercie tout d'abord, merci. M. Diouf. Voilà, ça a été un réel plaisir d'échanger. Et le concept même de l'émission, je l'aime bien. Okay. Je l'aime bien. Voilà, parce que vous mettez les gens à l'aise, les gens ont l'habitude de parler et voilà. J'aime beaucoup et je vous remercie et vous encourage également dans ce sens. C'est Océan Politique. Voilà, Océan Politique. Voilà, ça c'est des orientations reçues du directeur, de l'expérimenté directeur, M. Abdoulaye. Parfaitement. Que nous saluons au passage. C'est une très bonne émission et je recommande également les gens de l'écouter et de venir également, de partager et voilà. En tout cas, nous sommes très ouverts à tous les acteurs politiques, des membres de la société civile. Parfaitement. Soyez les bienvenus. Merci monsieur. Et c'était un plaisir également de vous recevoir, M. Ibrahim Cissé, du PDS, Parti démocratique sénégalais. Revenez quand vous voulez. Inch'Allah. Merci à nos chers auditeurs, à nos fidèles auditeurs qui nous écoutent sur la 98.7. Merci au directeur de la radio, M. Abdoulaye Diop, au rédacteur en chef Moussa Niang et à tout le personnel de Océan FM 98.7. À dimanche prochain pour un autre invité. Et je vous rappelle à la présentation, c'était Abdou Diouf. Merci.